Bonjour à tous, bienvenue, merci de m'accueillir. Je suis Pierre Péziardi, j'ai 16 ans d'informatique derrière moi. J'ai cofondé un cabinet qui s'appelle Octotechnologie, qu'on a fondé un événement qui s'appelle l'Université DSI. J'ai commis quelques livres dont sur l'agilité, sur le lean management dans l'entreprise. Donc le dernier est disponible en ligne, ça s'appelle l'informatique conviviale. J'ai arrêté d'être consultant et j'ai monté un ERP dans la microfinance qui est devenu le leader dans la microfinance, qui s'appelle Octopus Microfinance. Et j'ai enfin passé un an comme directeur informatique à la Bred Banque Populaire, qui va servir de support un petit peu à cette histoire. Je suis désormais l'heureux fondateur d'une start-up dont le nom de code est Notre Banque et qui fait de la finance participative, la finance sans banque. Et je me suis posé la question, et je vous la pose, est-ce qu'on peut être fier d'être informaticien ? Aujourd'hui, vous avez été probablement tous comme moi, confrontés à un samedi soir, vous êtes socialisés. Et dans cette situation où on vous demande, un petit peu gênant, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Petite gêne. Effectivement, bienvenue. Vous avez 3 minutes de retard. Là. Et donc effectivement, quand on dit qu'on est informaticien, les gens se referment un petit peu, à raison au fond, puisque quand l'image qu'ils ont de l'informatique, parce que nous on le vit de l'intérieur, on ne se rend pas compte de l'image qu'ils ont de l'extérieur, sont des systèmes qu'ils utilisent quotidiennement maintenant, qu'ils travaillent au ministère des Finances, chez Orange ou à la Société Générale, ils utilisent vos systèmes. Et ils en sont légitimement insatisfaits. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Pour eux, l'informatique, c'est synonyme de lenteur, c'est synonyme de moins bien qu'Internet, c'est synonyme de, au fond, le dernier système qu'ils m'ont mis, ça m'empêche plus de travailler que ça me réalise de travailler. Et c'est souvent ça, et c'est un petit peu l'image qu'on a, et qui a été synthétisée par cette célèbre chanson, l'ingénieur informaticien. Alors, c'est un état de fait, alors je vais un peu vous déprimer, je vais vous raconter des trucs, mais à la fin ça se termine bien. Donc, effectivement, pourquoi je parle d'énervement légitime ? Parce que effectivement on est victime d'un double essoufflement, l'essoufflement de notre productivité, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que vous êtes intéressé par les méthodes agiles, puisque vous avez été confronté aux autres méthodes qui ont des taux de succès effectivement et de productivité, finalement d'efficacité de la fonction d'ingénierie informatique très faibles et qui sont pourtant dominantes aujourd'hui. La cascade, le process phasé, on va tout concevoir, on va tout développer, on va tout tester, et on va obliger les utilisateurs d'utiliser ce qu'on a fait. Alors, effectivement, la symbolique est un peu forte, peut-être, mais derrière ce process en phase se cache quelque chose de plus profond dans les cultures, et Céline vous en a parlé, les cultures d'entreprise sont les choses qui sont les plus ancrées et qui sont finalement l'ultra spécialisation, puisqu'on a appliqué un schéma assez classique. Vous connaissez peut-être l'étymologie du mot cahier des charges ou maîtrise d'ouvrage, tout ça vient du BTP. Un cahier des charges, c'était le cahier des charges qu'on mettait pour construire un pont. Vous voyez, donc on calculait, on n'avait pas des intégrales et des ordinateurs, donc on les calculait avec des charges et on faisait donc le cahier des charges, c'est fabriquer des ponts. Donc ce qui s'appliquait bien à faire des ponts, c'est-à-dire des ouvrages assez déterminés, déterministes, c'est exactement ce qu'on fait et s'applique beaucoup moins bien aujourd'hui à des systèmes complexes qui sont des systèmes qui outillent des situations quotidiennes d'un conseiller bancaire ou d'un conseiller fiscal. Donc l'organisation qui est derrière la cascade, c'est toujours la spécialisation du travail, et on voit bien le programmeur au fond du trou. Alors, c'est la situation, et pourtant vous prenez n'importe quel petit fabricant d'électronique américain, il vous le dira, nous, on ne construit pas les choses, des produits fantastiques qui contiennent du logiciel et du hardware, on les fabrique pas en phase. Ce qu'on fait, et Céline vous l'indiquait, on crée des équipes pluridisciplinaires, donc avec des hommes de marketing, des hommes de design, des hommes d'ingénierie, des programmeurs, des ergonomes, et on tourne, et on va en cycle. On tourne. Donc ça vous rappelle plus l'ingénierie agile, voilà, donc l'ingénierie agile, l'équipe pluridisciplinaire, et d'un process intégré de travail en commun, ce qui s'oppose totalement à une organisation hiérarchique et cloisonnée.
Et pourtant, ce qui fonde aujourd'hui le million en gros d'employés de jobs en IT en France, il est plutôt l'essentiel de la valeur ajoutée est consommé dans des process plus classiques qui sont phasés. Alors, et on voit malgré finalement le mouvement agile, il a maintenant une dizaine d'années, vous restez des barbares face à l'empire qui lui préserve des méthodes de programmation globale. Alors est-on condamné finalement à de l'agile washing, à diluer ce qui a fait la force du manifeste agile et ce qui fait la force de produits exceptionnels, notamment qu'on peut trouver dans l'open source, en entreprise? Question. Pour essayer d'y répondre, j'ai eu la chance donc on m'ait fait confiance pour faire un management de transition dans une direction informatique où je dirigeais 250 personnes dans une direction informatique de la BRED. Donc une direction informatique, vous savez, c'est toujours structuré de la même manière. C'est une division qui date de 70 ans, de 1970, pardon. C'est que on a un gros bloc qui s'appelle la direction des études. Bon, ça s'appellera comme vous voulez chez vous. Où il y a les programmeurs, enfin ceux qui fabriquent les programmes. Et puis un gros bloc qui s'appelle la direction de la production, ceux qui font tourner les programmes des autres. Et ça, c'est la grosse structure qui avait été, c'est le schéma, le pattern que vous retrouvez dans toutes les directions informatiques. Ce schéma-là, il était légitime dans les années 70-80 quand un ordinateur coûtait une fortune et donc il fallait il y avait une force d'expertise très importante sur la prod justement pour économiser cette ressource rare et chère. Et donc cette organisation s'est justifiée avec des règles qui datent des années 70, c'est-à-dire les MIPS, les hardware, le réseau, la data coûte cher. Donc on va mettre des gens dédiés pour gérer cette ressource rare. Donc vous trouverez ça toujours. Et quand vous savez, quand dans une organisation vous faites où vous coupiez, il y a un phénomène instantané qui se produit, il y a nous et il y a eux. Et donc il y a un conflit structurel puisqu'il y a forcément deux objectifs différents qui sont poursuivis. À la direction des études, on veut produire du logiciel le plus vite possible parce qu'on a des métiers derrière le dos qui font mettre ça. Et à la direction de la production, on veut précisément l'inverse, puisque nous, ce qu'on veut à la prod, c'est ne pas avoir d'ennui, c'est pas avoir d'incidents et tout ce qui peut perturber le paysage informatique, c'est-à-dire les centaines et les centaines de serveurs, les dizaines de milliers de programmes, tout ce qui peut perturber, vous le savez très bien, touche pas, ça marche, vous l'avez déjà dit, parce que quand on touche, ça a beaucoup de chances de ne plus marcher. Et donc vous avez forcément, dans toutes les DSI, parce que avant d'être DSI à la BRED, j'étais consultant, donc vous avez ce conflit structurel entre des gens qui sont plutôt qui veulent qu'il y ait du nouveau logiciel et des gens qui plutôt n'en veulent pas. Et au sein de la direction de la prod, vous avez un service qui est encore plus au sous-sol, c'est la prod, donc c'est moi. Puis alors encore plus au sous-sol, souvent vous avez le service client, vous savez, le helpdesk. Ceux qui répondent à nos utilisateurs, ceux que vous n'avez pas vus, ceux pour qui vous faites des programmes, mais qui pour la plupart vous ne les avez pas vus puisque vous êtes intermédiaire avec 40 couches de maîtrise d'ouvrage ou de management. Et donc vous retrouvez là on avait un service client avec une vingtaine de personnes qui dépendent donc de la direction de la prod et dans lequel on reçoit 120 000 donc appels pour la plupart des incidents, hein, c'est-à-dire allô mon imprimante marche pas, allô ma session est bloquée, allô je comprends pas cette appli, j'ai mis un crédit à 2%, il veut me faire payer 200 € au client. Qu'est-ce qui se passe? Et forcément dans toute structure pyramidale qui sont quand même 99%, à part Google, tout le monde est en structure pyramidale, en tout cas pour la plupart en France. Donc ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de circuit d'amélioration entre structures. C'est-à-dire quand vous pouvez avoir des dynamiques de coopération à l'intérieur de la direction des études, des dynamiques de coopération à l'intérieur de la prod, mais une dynamique de coopération qui s'étend au-delà est impossible. Pour autant, c'est là où je vais vous parler d'agilité. Donc mon propos, c'est de vous amener à vous parler d'agilité au-delà simplement de la direction des études et donc de la programmation, de la réalisation de programmes. Je veux dire que notre problème est bien plus global. Il n'y a qu'un système et il y a des utilisateurs au bout. Et quand vous avez 120 000 appels par an avec des gens qui ne sont pas contents,
c'est un problème. Et donc en discutant avec la personne en charge de ça, effectivement, oui, c'est un problème. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qui est-ce qui fait mieux? On en discute. Qu'est-ce qui fait mieux? Je sais pas. Qu'est-ce que tu vois sur Internet? Ah Gmail, d'accord. Mais qui a déjà appelé le support chez Gmail? Moi non plus, personne. Et pourtant, on s'est dit, mais c'est une super idée, ça. On voudrait être comme Gmail, c'est-à-dire un bon support, c'est un support qu'on n'appelle pas. Bah oui, au fond, quand on a des logiciels qui marchent bien et qui sont ergonomiques, personne n'appelle le support. Bienvenue. Ne faites pas de bruit. Donc on n'appelle pas le support, on se fixe ça comme objectif et on dit mais comment on pourra avancer ça? Ça fait 15 ans qu'on est dans ce statu quo. Faisons un Pareto, c'est-à-dire regardons les causes d'appel les plus fréquentes et puis traitons-les une par une, faisons des petits pas. Livrons des choses qui... Première cause, 8000 appels par an, donc environ 8%, les gens appellent parce que leur session est bloquée. J'organise un petit atelier donc qui met les deux... la direction des études, la direction de la prod, truc qui n'était jamais. Donc on est obligé de faire coopérer deux directions. Sur une réunion mineure, le DSI est obligé d'être là. Donc, le DSI est là, oui, parlez-vous. Oui, les intérêts de chacun sont les intérêts de tous, tout ça. Machin. On s'aperçoit qu'effectivement, avec 5 lignes de code, on pourrait mettre un petit bouton sur la session et puis qui s'appelle redémarrer ma session. On écrit ce code. On met en prod ce code et ce code fonctionne, il y a encore des appels et puis quand on appelle on dit au fait maintenant vous pouvez appuyer là, ah oui c'est vrai machin, les gens sont contents et on a éteint 8000 appels. Alors quel est l'enseignement de cette chose-là? Si on parle souvent de grand soir, de machin. Premier incident, c'est que 10 lignes de code peuvent changer le regard qu'on peut avoir sur vous. Parce que vous vous êtes intéressé aux gens. Pourquoi alors qu'on ne s'y intéressait pas, parce que je vous rappelle, le service client, c'est un truc, je ne sais même pas si vous en avez déjà entendu parler, est-ce que vous connaissez des gens au service client à votre DSI? Eh bien au fond, ce sont des gens qui ont qui ont le plus directement le feedback des utilisateurs, donc ils sont le plus à même de comprendre ce dont ils ont besoin et ce dont ils sont insatisfaits, et donc ce qui vous permettrait d'améliorer vos produits et de nous faire aimer. La deuxième enseignement, c'est qu'effectivement, structurellement, vous n'y arriverez pas, puisque une organisation compartimentée ne collabore pas structurellement, les intérêts de chacun étant globalement divergents. Et donc le DSI va pas venir à chaque réunion pour faire écrire 8 lignes de code pour résoudre le prochain problème, ce que j'ai fait quelques fois, autonomiser. Et à la fin de l'histoire, on s'aperçoit que si on veut pérenniser ça, qui est quelque chose de bon sens, qui fait beaucoup de sens, il va peut-être falloir renverser un schéma organisationnel plus profond. C'est-à-dire, je vous rappelle que la fracture études-production, la séparation des programmeurs avec les exploitants, date des années 70-80 quand les ressources étaient chères et qu'aujourd'hui, vous avez probablement tous entendu parler du mouvement DevOps. Qui a entendu parler? Qui ne sait pas ce que c'est DevOps, pardon. Voilà. Ok, donc je précise. Donc DevOps, c'est l'idée de justement de faire 90 degrés à l'organisation. On va dire, tiens, au lieu de les spécialiser, vous vous souvenez du discours au début, des designers, les développeurs, les exploitants, etc. On va au contraire les remettre ensemble. Mais comme on ne peut pas faire des équipes de 250 personnes, donc on va dire, mais quelle est la découpe? La découpe, c'est par produit. C'est-à-dire qu'au lieu de dire il y a des développeurs pour tous les produits, il y a des exploitants pour tous les produits, non, maintenant il y a des développeurs et des exploitants pour le poste de travail agence, développeurs et des exploitants pour le système comptable et risque, et développeurs et des exploitants pour le système back-office, crédit, etc. Pourquoi on fait ça? Parce qu'effectivement, c'est ça DevOps, c'est de dire avec un slogan qui est You build it, you run it. Si tu l'as écrit, tu le fais. Pour éviter ces problèmes de pollution entre équipes qui sont que les problèmes que peut générer un développeur avec une interface mal faite, des bugs récurrents ou des choses comme ça, ce n'est pas lui qui les paye. Et donc pour tordre le cou à ça, on remet les gens ensemble, ce sont des gens très différents, parce que les développeurs... Et on favorise du coup la possibilité de cycles d'amélioration globaux. Voilà, je vous parle là donc du coup d'agilité au niveau de la direction informatique, puisqu'au fond...
mon propos était, vous êtes tous plus experts que moi en méthode agile, donc mais mon propos était de vous dire, la DSI, elle n'est pas vue comme les gens ne comprennent pas. Il y a moi je suis programmeur, moi je suis maître d'ouvrage, moi je suis exploitant. Les gens ils voient un gros carré et ils voient les informaticiens. Et donc nous n'avons d'autre choix. La valeur perçue que l'on délivre, c'est de livrer des fonctionnalités et les mettre en production. Tout ce qui est quand une équipe agile livre du code. Ouais, fait sa rétrospective, ouais, génial. Mais sauf que le code, il va rester 6 mois dans un sas d'intégration parce qu'il doit être testé, parce qu'il arrive à un palier du système d'information et que les utilisateurs, au fond, ne vont l'utiliser que dans 6 mois. Bah, pendant 6 mois, vous avez de l'actif immobilisé. C'est-à-dire que les gens, c'est rien, ça vaut 0. Donc vous avez eu beau vous pédaler à mort, ça ne sert à rien. Vous avez livré rien. Quand on a livré un cahier des charges, c'est pareil. C'est comme si Renault était content de fabriquer des portières et de les empiler. Ouais, fabriquer des portières. Bah non, c'est pas vrai. Il mettra ça dans son actif immobilisé et personne sera content de conduire une voiture. Donc la seule valeur qu'on délivre, c'est du code qui marche, qui est utilisé et où les gens disent ça me sert. Donc voilà, j'essaie de prendre un petit peu de recul et de dire voilà, l'agilité, vous y serez confrontés, vous avez déjà des difficultés à la faire au niveau de la direction des études. La problématique en fait est bien plus large puisque cette accélération du flux de valeur, on la veut sur toute la chaîne de valeur, donc y compris la mise en production et l'exploitation. Donc vous serez confronté à ces problématiques, à ces conflits qu'il peut y avoir entre directions et à la nécessité au fond de rassembler les gens plus globalement dans des équipes produits. Et là, ça rejoint probablement ce que disait Céline sur n'amenez pas les équipes au projet, mais laissez les équipes stables et on reste dans cette idée de garder des équipes stables et de les fabriquer puisque c'est ça l'actif le plus important. Donc ce qu'on peut en tirer, c'est que, et là je vais faire un petit paragraphe sur outils versus culture. Voilà un outil DevOps typique. Ça c'est Engineard, c'est fantastique, ça me rend moi exploitant. Là, s'il y avait ça à la direction de la production en interne, il n'y aurait plus besoin d'appeler Jean-Michel pour avoir le mot de passe route, pour savoir exécuter le script d'install, pour rebooter la base, etc. Ces outils ont été pensés dans cette idée-là, dans cette idée de rendre autonomes les gens, c'est-à-dire que je n'avais pas à camper sur mon rôle de je ne suis pas administrateur système, je ne suis pas propriétaire de machine, je suis plutôt celui qui va permettre à des développeurs de ne plus m'appeler pour faire le boulot. Mais alors ça, c'est un tools comme ça, forcément, je ne peux pas, j'en en ai trouvé aucun en entreprise. Ça, c'est un outil du cloud, forcément, où ils ont cette culture-là. Ne m'appelez pas. En interne, ça va être l'inverse. Ça va dire, il faut que je garde mon job, moi. Si on m'appelle plus, qu'est-ce qui se passe ? Donc forcément, ça ne se passera pas aussi rapidement que ça se passe dans le cloud. Donc ce qui se passe dans le cloud est extrêmement en avance. La technologie avance extrêmement, beaucoup plus vite que ne peut avancer la culture et nos mœurs. Donc ne confondez pas, et vous ne confondrez pas probablement pas, c'est pareil pour Agile, les outils Agile, il faut faire une rétro, il faut faire un value stream map, une story map, ou des choses comme ça, c'est une sorte d'outils. Et la culture dont on parlait tout à l'heure, de collaboration, d'entraide, la psychologie de l'écoute, la capacité à recevoir un feedback. Et donc cette culture DevOps qui est cette fameuse amélioration continue, je prévois une amélioration, tiens 8000 coups de téléphone en moins, j'écris 10 lignes de code, je vérifie que les gens téléphonent plus, et je décrète que c'est le nouveau standard et je passe à la suivante. Cette culture-là prendra énormément de temps à émerger. Pour conclure cette première partie sur notre premier essoufflement, donc l'essoufflement de notre productivité, je vais terminer sur moi ce que j'ai appris après un an de direction informatique, c'est que un changement culturel, on ne peut pas le décréter, on ne peut pas le décréter d'en haut. Si je vous dis, écoutez, vous, ça fait 10 ans que vous élevez votre fils avec une méthode A, c'est nul, il faut faire B. Vous n'allez pas très bien me recevoir. En revanche, si je fais ça, c'est-à-dire, je dis moi j'ai des problèmes avec mon fils, j'ai toujours le même problème. Et j'ai envie de changer, je vais faire autre chose. Et là, vous allez trouver des gens dans l'entreprise qui sont sincèrement indignés par une situation.
Et c'est là et uniquement là où vous pouvez agir et faire un changement. Sinon, vous allez rester dans le statu quo, et ce n'est pas grave. Le statu quo, il est déjà bien, il nous a amené là, il fait que, tiens, ben, on a des lumières, il y a une gestion d'agenda, etc. Même si ça ne vous satisfait pas, vous, si vous ne trouvez pas un indigné, c'est-à-dire quelqu'un, soit un opérationnel, soit quelqu'un qui a le pouvoir, un manager, qui dit, mais au fond, moi, je ne me satisfais plus de cette manière de faire, je suis prêt à changer. Là, il se passera quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé pour moi avec le call center où j'ai trouvé cette personne. C'est ce qui s'est passé quand j'ai rencontré des personnes qui étaient aussi intéressées par l'amélioration continue du poste de travail. Et c'est là où j'ai échoué, à l'inverse, quand je n'ai pas suivi ça et que j'ai voulu pousser très fort en disant mais écoutez, il y a un vrai problème de testabilité du mainframe, tout ce qu'on produit reste des mois et des mois en certification, c'est un cauchemar, il faut y aller, on peut faire des tests automatisés, allons-y. À la fin, c'est moi qui devais les écrire, les tests. Hein. Donc là, on s'essouffle énormément. Le changement, donc, souvenez-vous de ça, en tout cas moi je m'en souviens, ça ne peut provenir que des gens, on ne peut pas infliger d'aide. Vous ne pouvez pas dire ça va pas, faut faire comme ça. Vous infligerez de l'aide et vous aurez des réactions très très violentes et qui seront très légitimes. Donc attendez d'avoir des gens indignés, leur dire ah oui t'es indigné, on fait quelque chose, oui. Bon, et là vous pourrez avec cette énergie-là faire quelque chose, puisque ce que je vous rappelle c'est que face à un statu quo, face à des habitudes, une culture qui dure depuis 20 ans, celui qui fait différemment, il a un fort risque de se faire ostraciser. Il sera très mal vu. Il va falloir le protéger, ça va être très compliqué. Et plus il réussit, plus les autres vont le détester. Plus il fait mieux que le reste de la culture, plus ils vont être détestés. Nous, le nombre de projets, si vous voulez, si je suis là parmi vous aujourd'hui et que je soutiens ce mouvement, c'est parce que j'ai fait beaucoup de changements agiles dans des grandes entreprises et qui, chassé naturel, il revient au galop. C'est-à-dire les équipes ont été dissoutes et les méthodes avec. Donc la culture ambiante revient toujours et on dissout l'innovation et à la fin de l'histoire, l'agilité, ça reste ça termine. Maintenant on a fait un manuel qualité Scrum comme ça, qui est porté par la direction des méthodologies et les patrons de l'architecture qui se battent pour savoir si et on revient à cette ancienne culture. Donc si vous voulez faire du changement, l'agilité, le lean, le DevOps, tout ça procède de changements culturels assez profonds et donc il faut accepter le temps que ça va prendre. J'ai une deuxième mauvaise nouvelle. Il me reste 15 minutes. Vous n'avez plus que 15 minutes à me supporter déjà. Et c'est l'essoufflement finalement aussi, au-delà de notre productivité, on arrive à produire des choses un petit peu plus vite parfois, mais c'est l'essoufflement de notre utilité. Moi j'ai fabriqué j'étais extrêmement fier pour la Société Générale d'avoir un énorme projet qui s'appelait BAL 2, on était très agile, on a livré vite, on était bien, on l'a mis en prod et tout. Top là. Et puis c'était en 2008, on a fini ça, mais j'ai probablement eu des confrères qui ont fait ça dans tous les pays, puisque c'était des systèmes d'information qu'on mettait pour réguler les banques, pour vérifier leurs risques en permanence. Mettre des voyants rouges, orange, vert, etc. Et donc des systèmes d'information BAL 2, il y en a eu plein partout. Et puis effectivement, le système d'information BAL 2 de Lehman Brothers, la veille en 2008, la veille, tout va bien ici, vert. Et le lendemain... Et le mien, c'est pareil, la veille de Kerviel, ouais, super. Donc on a fait un truc, ça a coûté une fortune, c'est très compliqué, très compliqué, ça fait des calculs, tout ça, mais c'est très fragile au fond, ça n'a eu aucune utilité, ça n'en a aucune. Au contraire, même ça a, pris du temps sur les opérationnels qui doivent maintenant saisir tout un tas de données, etc., sans que ça protège plus la banque des risques. Donc on fait ça, attention, ce panneau a des bords pointus, des bords tranchants. Voilà. Donc ce panneau ne sert à rien, il coûte de l'argent, il faut l'entretenir. Et donc ces choses-là, on en fait assez souvent. Et c'est vrai que on a des fois pas le sentiment de comprendre ce que vous allez me dire, mais
il exagère, parce que nous on fait des choses quand même, c'est utile, mais est-ce que parmi vous, donc vous maîtrisez, vous êtes tous on est tous des informaticiens, des gens analytiques, on est capable de modéliser les moteurs comme ça, J2E, XML, et d'être dans notre monde, voilà. Mais est-ce que, et posez-vous bien cette question, vous êtes capable d'y répondre, est-ce que vous savez, donc vous êtes tous embarqués dans des projets, des programmes, des choses, enfin, vous avez un horizon, vous allez livrer quelque chose dans ce mois-ci, le mois prochain, dans 6 mois, vous allez livrer quelque chose. Est-ce que vous savez à qui vous allez livrer, quelles sont les catégories de gens, les populations d'utilisateurs finaux ou de clients finaux de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, qui attendent ce que vous faites, qui l'attendent, et pourquoi qu'est-ce qu'ils diront quand vous l'aurez livré? Est-ce que vous savez vous mettre à la place d'un utilisateur final, vous faites quelque chose là. Vous allez livrer, souvenez-vous qu'on vous voit hein, comme quelle que soit votre fonction, on voit les informaticiens, donc les utilisateurs, eux, ils voient un truc arriver, soit ça leur est utile, ils disent oh c'est génial, comme Google ou Wikipédia, oh, c'est génial, c'est rapide, puis ça répond. Soit c'est les systèmes d'information d'entreprise. Est-ce que vous qui arrive à répondre à cette question? C'est-à-dire, je sais, être capable de dire, je sais exactement ce que quand je vais livrer, les populations d'utilisateurs qui vont dire ça m'est utile pour cette raison-là. Ça me fait gagner du temps, de l'argent. Qui est capable de répondre à cette question? Yeah! Voilà, il y en a donc 10%, c'est bien. Et effectivement, c'est compliqué d'y répondre puisqu'on est souvent très intermédiaire. Et c'est terrible d'ailleurs, c'est terrible quand je rencontre des informaticiens trentenaires qui n'ont jamais vu un utilisateur. Je pense que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Pour autant, c'est pas eux qui sont à blâmer. Ils sont dans un système où il y a 40 couches de maîtrise d'ouvrage derrière eux. Mais au fond, ils ne sont pas éduqués à la perception de la valeur par les clients. Voilà, ça, les clients, personne ne sait comment ça marche un moteur. Par contre, on sait si c'est économe ou pas. Voilà. Ça, c'est le monde de la valeur. Ça, c'est notre monde. Ça, c'est le monde de la valeur. Et ça n'a rien à voir. Alors... Et dans ce monde de la valeur, je vous disais, oui, mais beaucoup de nos systèmes d'information n'en ont pas. Et oui, et beaucoup de ces systèmes d'information, les informaticiens, moi, ce sur quoi je m'insurge finalement, c'est qu'on se retrouve souvent le bras armé de la bureaucratie. On fabrique des systèmes d'information. Vous savez, l'informatique d'une entreprise, d'une administration, c'est l'exact reflet de l'organisation. L'exact reflet. C'est-à-dire, vous avez un conflit entre la direction financière, la direction des achats, enfin, vous le voyez dans l'entreprise. Voilà, il y a deux bases, il y a beaucoup de complexité. Et donc, quand on fabrique des systèmes qui amplifient ça, on amplifie des phénomènes qu'on pourrait au contraire réduire. Pourquoi ? Parce que quand on regarde ceux qui ont créé beaucoup de valeur, je parlais de Wikipédia où on peut légitimement tous se dire mais le monde est mieux avec Wikipédia que sans, même s'il a des imperfections, mais le monde est mieux. Donc beaucoup de gens disent c'est bien, donc ces gens-là ont percé le plafond de la valeur, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport à nous? Qu'est-ce qu'ils ont fait Wikipédia, c'est 200 lignes de code, c'est un wiki, hein, on a rajouté des petits automates, des petits machins, mais à la base, c'est pas grand-chose. Il y a 2 millions de contributeurs, donc c'est incroyable quand même. Et quand je me pose cette question sur cet ADN, elle me renvoie à un penseur qui est mort et qui est mort sans avoir connu Internet et qui a pourtant théorisé pas mal sur le concept d'outil. Alors pour lui, l'outil, c'était l'éducation, le transport, la voiture, la santé, mais quand vous mettez ça avec l'outil informatique, l'internet, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est assez frappant de dire voilà, l'outil simple, pauvre, transparent est humble serviteur. L'outil élaboré, complexe, secret est un maître SAP est un maître arrogant. Et c'est vrai, et au fond c'est très très vrai. Et vous devez savoir quand est-ce que vous êtes là et quand est-ce que vous êtes là. Quand est-ce que vous êtes dans des systèmes qui sont secrets, c'est-à-dire dans l'ADN, dont 40% de la complexité vient du fait que du module de sécurité qu'on met pour que tel machin, les habilitations ne puissent pas voir tout ça. Et quand, dans les systèmes bancaires, c'est entre 40 et 60% du code est lié au fait qu'on cloisonne l'entreprise et qu'on ne fait pas confiance aux gens. Dire ah non mais si un chargé clientèle voit ça, tu comprends, c'est pas possible. Et donc on met beaucoup de secrets et de complexité du coup pour gérer cette chose-là, c'est-à-dire d'ailleurs qui empêche l'entraide, qui empêche qu'un conseiller de l'agence là dépanne un autre.
Et ça, c'est pourtant ce qu'on fait. À l'inverse, quand vous prenez Wikipédia ou Google Apps, ils recherchent l'inverse, ils recherchent le partage, et c'est ouvert par défaut. C'est-à-dire, on fabrique des systèmes, nous, qui sont secrets, c'est-à-dire tout est interdit sauf ce qui est expressément autorisé. Wikipédia, vous pouvez y aller, là, hein, prenez un iPhone, un PC, allez sur la page existentialisme, mettez Jean-Paul Sartre est un abruti, faites save, et vous allez voir, ça va marcher. Ça va durer 20 minutes par contre, mais ils ont fait le pari de la confiance. C'est-à-dire que, oui, mais c'est important, c'est important. C'est qu'on a fait le pari qu'il pourrait y avoir des vandales, mais ça allait correspondre à que vous, 0,1% de la population, et que 99,9 allait être plutôt elle contributive, allait corriger une faute d'orthographe, etc., ou une pondération. Nous, on fabrique des outils à l'inverse. Donc, peut-être que cet ADN pourrait vous inspirer donc pour fluidifier les organisations, puisque au fond, on se retrouve, nous, on l'avait pas demandé, mais on s'y retrouve là-dedans. On est informaticien, on avait choisi ce métier pour parler à des ordinateurs plus qu'à des hommes, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre utilité, elle dépend de plus en plus de notre capacité à faire parler les hommes et à décloisonner les bureaucraties qui en ont énormément besoin. Et personne, ou peu de gens, fabriquent des Wikipédia d'entreprise. Quand vous allez regarder, vous retournerez ce soir, demain, dans votre entreprise, vous verrez que le serveur de fichiers, vous êtes dans la direction informatique, vous ne pouvez pas aller à la direction des achats, hein, tout est fermé. Par défaut. Alors, vous vous demandez, mais oui, il nous amène. Bon, voilà. Moi, je vous amène à, finalement, si vous devenez... Qu'est-ce qu'il nous a dit, ce type il nous a dit de lire 2 bouquins. Un premier bouquin... Donc, on n'était pas préparés. Nous, on était ingénieurs, etc. Et on n'était pas préparés à 2 choses que j'ai rapidement abordées avec vous, qui sont nos capacités de savoir-être et ce qu'on appelle la systémique ou la théorie des contraintes, c'est-à-dire la capacité à voir les systèmes dans leur ensemble et pas aller essayer de les découper comme, donc ça va aller au-delà de Descartes. Descartes dit on peut tout réduire, on a un problème informatique, hop, on coupe en 2, on a un problème des études et de la prod, on a un problème de prod, service client, on coupe et si on résout tous les petits problèmes, tout va bien marcher. Mais en fait, pas du tout. Dans les systèmes complexes, c'est-à-dire des systèmes avec des effets où un petit goulet d'étranglement peut arrêter toute la production, des petites choses comme ça. Donc ça, je vous encourage à lire Le But. Vous pouvez même le trouver en français. Et celui-là, qui est encore plus fondamental, d'autant plus qu'il a été écrit l'année de ma naissance, vous imaginez, personne ne l'a lu, et c'est pourtant un des bouquins les plus importants de l'informatique. Il a été écrit en 1971, et c'est la psychologie of computer programming. Et Weinberg, c'est Gerald Weinberg, son nom, effectivement, nous parlait de la... Parce que c'est bien joli de faire comme Steve Jobs, et dire on va mettre les gens ensemble, et puis ils vont produire, etc. Manque de bol. On est comme on est, et quand on sort de l'éducation et qu'on a essentiellement appris à être le meilleur, c'est compliqué, on n'a pas les gestes pour collaborer. On n'a pas les gestes pour donner un feedback, on n'a pas les gestes pour le recevoir, on s'énerve. On cherche à convaincre plus qu'à comprendre, et tous ces gestes-là, il faut qu'on les apprenne. La bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible et que il est très aisé pour chacun d'entre nous de progresser dans ses points faibles, plus qu'il n'est facile de progresser dans ses points forts. On progresse marginalement en mathématiques aujourd'hui, vous pouvez vous y mettre, mais bon, vous êtes déjà très bon et bien au-dessus de la moyenne. Par contre, si vous investissez un petit peu en systémique, un petit peu dans ces techniques de coaching et ces techniques de savoir-être, ceci pouvant être un point de départ, vous allez faire des progrès immenses, et en tout cas moi ça m'a été très bénéfique. Donc c'est ces 2 livres à lire, plus n'oubliez pas, pour aller comprendre la valeur pour les 90% qui n'ont pas levé la main, qu'est-ce que les gens, ils vont être contents de quoi quand j'aurai livré, allez leur demander, prenez c'est pas compliqué en fait, vous allez au réfectoire et vous serrez une louche et vous déjeunez avec des gens qui sont pas comme vous, ce sera un peu difficile au début, mais investissez 10 minutes par semaine et vous verrez que vous en tirerez des résultats colossaux. Et donc cette histoire voilà, je vous laisse là le manifeste de ce qu'on appelle egoless programming. Voilà la meilleure qualité que j'ai trouvée sur Internet. Donc c'est tout pourri. Et pourtant c'est quelque chose de probablement le plus fondamental que j'ai lu là-dessus. Donc ma conclusion est simple au fond. Nous sommes des geeks.
c'est que les technologies, les technologies évoluent 100 milliards de fois plus vite que la culture. Et vous connaissez le proverbe, il faut que tout change pour que rien ne change. Et pendant que vous avez des XML, le cloud, des iPads, des machins, tout est dans l'informatique, ça bouge. Eh ben, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, 90% de ce qu'on fait se fabrique dans des modes organisationnels qui, eux, sont hérités du 19e, voire avant. Donc on a un puissant outil qui nous permettrait de sortir de ça, et pourtant, nous-mêmes, on s'organise comme ça, et on fabrique des outils pour des gens qui sont organisés comme ça. Donc on renforce les gros problèmes de cloisonnement et de bureaucratie qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est un peu inadmissible pour nous si on se dit mais on veut être fier d'être informaticien, on veut se retourner et pouvoir dire mais papa a participé modestement à ça, il y a un peu de ça. Moi, ça m'a un peu secoué pour tout vous avouer. Et je me suis beaucoup intéressé, c'est un peu tard là. Et je me suis intéressé beaucoup à la faculté et la joie et l'efficacité qu'on pouvait avoir quand on arrivait à s'organiser comme ça, c'est-à-dire en univers. Donc je vous ai parlé de DevOps, mais je vous ai parlé d'équipe produit. Je peux là vous décrire un Pôle emploi. Ouais, Pôle emploi, c'est comme ça, mais ça pourrait être comme ça. On pourrait s'occuper de vous. En fait, on ne s'occupe pas de vous. Il y a un type qui s'occupe de votre formulaire, un type qui s'occupe de votre formation, un type qui s'occupe de votre paiement, etc. Mais ça pourrait être comme ça. Mais quand c'est comme ça, effectivement, il faut que chacun, on sorte de notre zone de confort. Moi, je suis un programmeur, je suis un carré. Et si je ne deviens pas un peu coach, un peu ami des autres, quoi, un peu exploitant, un peu Pôle emploi, je n'arriverai pas à travailler avec ces gens qui sont extrêmement différents de moi. Et donc voilà ce qui nous manque, au fond, pour faire de l'informatique et en être fier. C'est avoir cette compréhension profonde on l'avait pas choisi, mais on est confronté à des dynamiques humaines. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut progresser, on peut les acquérir, et donc pour être fier d'être informaticien, le jour où vous ne serez plus uniquement informaticien. Voilà, merci beaucoup. La question, en fait, c'est on doit essayer de répondre aux besoins des utilisateurs. C'est ce que vous avez dit pour le service client et tout ça. Et en fait, quand le besoin est exprimé, alors souvent, comme vous l'avez dit, on voit pas le vrai utilisateur. Mais bon, ça peut être très difficile pour... moi, je suis chez un éditeur. C'est très difficile pour moi de voir un vrai utilisateur. Enfin, ils sont pas forcément sur Montpellier. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et, comment faire pour récupérer ce besoin-là quand justement tout est contre le fait que je veuille récupérer ce besoin, le vrai besoin. Et en plus, quand on me demande pour satisfaire ce client quelque chose où je suis obligé de croire sur parole que le besoin c'est ça. C'est ça. Bah, il m'est arrivé pareil, hein, donc. Donc quand on me dit la banque a besoin d'un système de contrôle des risques, Pierre, et le système il faut faire ça, effectivement on s'est totalement planté, on n'a pas compris. Moi j'ai pas de solution unique à ton problème, et je pense que c'est toi qui l'as, je vais te faire de la maïotique, hein, c'est toi qui l'as la solution. Je pense que si tu es intimement convaincu que les fonctionnalités que tu dois développer, la prochaine évolution de ton software, la vérité elle est pour partie détenue par des gens que tu n'as pas encore vus, je pense qu'il t'appartient et tu es suffisamment ingénieux pour trouver des moyens, si tu as cette intime conviction maintenant, d'aller les voir. Et il y a plein de manières de faire. Mais effectivement, et c'est peut-être un truc pour tout le monde, ça va être un changement. C'est-à-dire aujourd'hui, tu es, comme tu dis, tu es dans l'équipe produit, et donc il y a des sales avant, ou il y a des gens qui t'intermédient face à ça. Et donc, ça c'est le process actuel, c'est la culture. Donc si toi tu déroges à cette culture, tu as tous les risques que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui, les sales, vont dire mais qu'est-ce qui vient là, etc., etc. Donc la seule chose que tu puisses faire pour démarrer, c'est demander la permission d'une petite chose. C'est précis ce que je dis. Demander la permission d'une petite chose. C'est-à-dire de dire ah mais voilà je pense ça. Est-ce que je pourrais venir 2 heures par semaine ou un truc comme ça au meeting truc ou au meeting avec tel client ou rencontrer tel truc.
C'est-à-dire, demande quelque chose qui n'est... Et surtout, ne dévoile pas toutes tes cartes en disant tout ça, là, etc. Parce qu'on est entre nous. Mais surtout, ne dévoile pas en disant « je pense qu'on fait n'importe quoi, il faut changer, etc. » Alors, non, tu dis « excusez-moi, est-ce que je peux prendre un peu de temps pour passer avec cette réunion, ça me ferait très plaisir, c'est pour moi, etc. » Et de ça, il va se passer des choses. Donc, demande la permission d'une petite chose qui est acceptable par rapport au statu quo. Ça t'aide. En tout cas, c'est actionnable. Moi, dans mon entreprise, on a essayé de faire des binômes, enfin, un binôme prod et dev. Donc, l'idée est bien, mais bon, de là à la mettre en place, on n'y est pas. Ouais. Par contre, moi, je suis arrivée parce que j'avais envie de rencontrer le client, j'y suis arrivée, sauf que maintenant, je suis complètement à la prod. Tu es maintenant complètement à la prod. Voilà. C'est ça. Donc c'est intéressant, mais quand je suis à la prod, on me dit raconte pas trop, quoi. Et puis au dev, pareil, raconte pas trop à la prod qu'on est en train de faire ça, on prépare ça, etc. Je te donne une qui a marché chez moi. Alors, donc on te dit tu es à la prod, donc là pareil, la culture te dit la prod, elle est là pour faire tourner le truc, et ceux qui sont là pour le changer, c'est pas toi, c'est les études. Et toi, tu prétends qu'en fait, tu as du feedback et des trucs que tu pourrais faire. Donc, ce que tu vas faire, pareil que lui, c'est que on peut négocier un tout petit peu. C'est-à-dire, moi, ce que j'avais fait à la Bred, j'avais le pouvoir, donc j'ai pu négocier beaucoup. Mais il a fallu que je fasse la même Macarena auprès du directeur général en disant, mais vous savez, il n'y a pas d'opposition entre le bottom-up, ce qui est demandé par le bas et qui ferait du bien à la structure, et le top-down, c'est-à-dire ce que vous avez planifié comme évolution stratégique et qu'il faut faire. Le grand projet de dématérialisation de la banque et le petit bouton du recette de session là, que je vous ai décrit. Vous êtes d'accord, monsieur le directeur général, il n'y a pas d'opposition fondamentale, puisque, regardez, on peut dire, maintenant le budget des études, j'en prends 90% pour le truc top-down, et puis j'en mets 10%. J'ai pas de cahier des charges, je sais pas ce que je vais faire cette année au 1er janvier, mais simplement réservez-moi cette enveloppe de 10%. Et c'est ça là que je vais te donner. Tu vois ? Et donc, avant d'aller chercher 10%, ce que tu peux faire, maintenant que tu es cornérisé, effectivement, c'est de dire, écoutez, voilà, moi, j'ai un petit peu des feedbacks, des trucs, j'ai peut-être des trucs utiles, si tu négocies avec donc, ton counterpart aux études, ou je sais pas, enfin, comment ça peut être. Et là, tu vas négocier de la force du manpower, c'est-à-dire une enveloppe, tu dis, j'ai pas encore le cahier des charges, etc., mais tu vois, il y a toujours un moyen de négocier et de dire, réservez-moi un peu de personnes, là, dans vos équipes, dans le plan. Alors peut-être tu n'y arriveras pas cette année, peut-être ça va se faire avec un déjeuner avec le directeur des études, tu peux lui passer l'idée, puisque lui il négocie un plan annuel souvent. Parce que ça c'est pas très malin, mais bon. On fait des plans annuels, on a beau essayer de faire de l'agilité. Donc le plan annuel il est en cours de négociation, tu as peut-être raté le truc, parce qu'à mon avis ça a dû être signé. Et donc le coup, ce qu'on avait réussi en tout cas, et donc ça me semble possible, c'est de négocier cette fameuse enveloppe amélioration continue. Nous c'est comme ça qu'on l'avait appelée, en disant voilà, au 1er janvier on ne sait pas ce qu'on va faire, je ne vous donnerai pas de cahier des charges, c'est différent de l'autre enveloppe où il y a déjà les cahiers des charges, l'enveloppe top-down, mais par contre voilà, elle a beaucoup de vertus. Et la première chose que tu peux faire pour avoir cette enveloppe, peut-être encore avant, c'est en faire une avec tes propres moyens. Démerde-toi, avec tes copains, pour que tu aies une histoire à raconter. Parce qu'un chef, ça se convainc pas avec des grands modèles et des machins, des trucs comme ça. C'est dans l'ascenseur, tu as 1 minute pour raconter une histoire. Et si tu arrives à raconter l'histoire qui était vraie, je ne vous ai pas menti sur l'histoire des appels par exemple, ou même une plus petite en disant voilà, ah vous savez, j'ai fait ci, on a eu un coup de téléphone client, puis comme on l'avait souvent, on a fait une petite modif là, et puis ça nous a pris 2 heures, et puis du coup maintenant on a gagné un peu de temps. Puis tu t'en vas. Cette histoire, elle va rester. Et donc elle va pouvoir, à partir de cette première... Donc tu vois, si tu es convaincu qu'il faut le faire, déjà fais-le avec tes propres moyens, tu vas y arriver. Trouver une demi-journée d'un pote programmeur, où tu vas trouver. Fais le petit. C'est ça aussi là, le truc agile. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus petit qu'on peut mettre en prod qui a de la valeur pour le client. La mentalité agile, c'est toujours se tourner, mais qu'est-ce qu'on fait pour le client? Et c'est aller rechercher ces cycles courts. Donc il faut vraiment se l'appliquer à nous-mêmes. J'espère t'avoir aidé. Merci beaucoup. Merci.